Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Et ce soir, nous faisons le bilan de l'année 2024 du point de vue de l'industrie ETF. C'est l'Observatoire ETF, observatoire mensuel, qui est publié par Yomoni, qui va nous servir là d'observatoire annuel, en l'occurrence. Olivier Maltès est à mes côtés, le directeur des investissements de Yomoni. Bonsoir Olivier. Bonsoir Grégoire. Bienvenue, merci beaucoup d'être avec nous. Effectivement, partant des données du mois de décembre que vous avez compilées, l'idée était d'avoir une photographie complète de l'année 2024 qui restera dans les livres d'histoire. Exactement, année historique. Alors, on a un bon mois de décembre. On ne va pas rester vraiment dessus, mais on a 32 milliards de souscriptions sur décembre. Donc, c'est le meilleur mois de l'année et c'est certainement l'un des meilleurs mois historiques sur les ETF en termes de collecte. Et ça nous fait du coup une année 2024 record avec 254 milliards de souscriptions nettes en euros. 2021 était le précédent record. On était environ à 180 milliards. Donc, on a juste explosé le record globalement. Impressionnant. Donc, voilà, le nouveau record à battre est celui de cette année. On verra si ce sera pour 2025. Mais voilà, des flux impressionnants. Et voilà, nouveau record en Europe au niveau ETF. Bon, comment se sont distribués ces flux de collecte records sur l'ensemble de cette année 2024, Olivier ? Alors, essentiellement sur les actions, 195 milliards de souscriptions sur les actions. Alors, il faut avoir en tête, l'année dernière, c'était 90 milliards pour se donner le double, quoi. Le double. Ouais. Et puis, on avait 137 milliards et demi par rapport à l'année 2021, qui était le précédent record. Donc, voilà, c'est énorme. 195 milliards. Obligations, 53 milliards. Donc, c'est sérieux aussi. 2023, c'était une année très obligataire. On avait 62 milliards de souscriptions avec la baisse des taux. On se souvient qu'il y avait quand même beaucoup de flux obligataires. Et une décollecte sur les matières premières de 7 milliards et demi. C'est la 4e année consécutive de décollecte. Il faut revenir à 2020 pour avoir une année de collecte positive sur les ETF, sur les matières premières. On avait 18 milliards de souscriptions globalement en 2020. Donc 4e année consécutive de baisse. Et là, on a des baisses à la fois sur l'or et le pétrole. 4 milliards et demi de rachats sur les ETF or au cours de l'année et 1,4 milliard sur le pétrole. Globalement. D'accord. Et vraiment du baisse un peu partout en termes de matières premières. Ouais. Si on prend les deux grandes catégories, actions, obligations, comment est-ce que les choses se sont décomposées, notamment en matière géographique, en matière de style, de facteurs également ? Qu'est-ce qui a intéressé dans ces deux grandes classes d'actifs les investisseurs le plus ? Alors, sur les actions, c'est comme d'habitude, j'ai envie de dire, c'est grosse capitalisation mondiale et US. La particularité de 2024, c'est que d'habitude, on a grosse capitalisation mondiale et ensuite les US. Ouais. Là, ça a d'abord été les grosses capitalisations US avec 79 milliards de souscriptions sur les grosses capitalisations US et 63 milliards sur les grosses capitalisations mondiales. Ensuite, on retrouve classiquement l'émergent. On a les small cap US aussi. Ce qui est important aussi, c'est que l'émergent, par exemple, qui est le 3e thème qui a le plus intéressé les investisseurs, est à 8 milliards. Donc, on a un rapport environ de 1 à 8 entre les deux premiers et le 3e, là où d'habitude on est plutôt sur un rapport de 1 à 3. Donc au niveau des thèmes, pas vraiment de surprise, peut-être sur les small cap US, mais globalement pas trop de surprise. Mais par contre, c'est vraiment sur l'ampleur, l'amplitude sur les gros thèmes, et les US d'abord et ensuite les grosses capitalisations. C'est une traduction de ce qu'on appelle l'exceptionnalisme américain. C'est ça, et puis même sur les grosses capitalisations. Mais c'est vraiment, c'est vraiment très écarté sur les deux premières. Ouais. En termes de rachat, c'est beaucoup plus concentré. On est entre 950 millions et 1,1 milliard sur les 5 thèmes de rachat les plus importants. On retrouve les actions européennes, et notamment Value, l'énergie, et l'Allemagne et l'Asie hors Japon aussi, pour aller rapidement, mais voilà, sur le côté action spécifiquement. Ouais. Côté obligataire, pas trop de surprises, c'est vraiment les mêmes thèmes que d'habitude. La seule particularité, c'est parce que c'était encore encore nouveau, c'est les obligations à échéance qui se placent dans les 5. C'était pas le cas en 2023 parce que c'était arrivé en milieu d'année, donc ils avaient qu'une demi-année de souscription, mais c'est un thème qui a très très bien marché, les obligations à échéance, donc avec l'idée de jouer la baisse des taux globalement sur le long terme, et donc ils se placent en 3e position sur les thèmes. C'est la nouveauté de 2024. Sinon on retrouve à peu près les thèmes habituels. On a les taux courts US qui ont bien collecté aussi, mais voilà, pas de spécificité. Non. Ce qu'on voit là, effectivement, sur ce graphique, quand même, c'est la part qui se réduit quand même, d'année en année, quasiment, du facteur ESG, notamment sur la partie action. Hein. Sur la partie action très très faible, on est à 8,6% des flux sur les actions qui ont été sur des ETF qui prennent en compte les composantes extra-financières, donc c'est très très bas. Le stock, c'est environ 20% un peu plus de 20% en termes de part de marché sur l'ESG par rapport au non-ESG. On le voit, 2022, on était à 62% des flux, donc les flux étaient plus petits, mais il y avait une part importante des flux. Et on voit, depuis 2022, ça n'arrête pas de baisser. On se souvient en termes de performance,
performance à l'année 2022 avait été difficile par rapport au non-ESG, avec le côté énergétique évidemment. Côté obligataire, ça tient un peu plus. On est à 21,9, donc en ligne par rapport au pas de marché sur le TF ESG, mais c'est encore pas une année en termes ESG sur les flux, ça c'est sûr. L'année 2024. Ouais, on voit, vous avez le graphe aussi avec effectivement les flux ESG en pourcentage donc on voit progressivement les parts de marché effectivement, on voit que ça commence à diminuer, hein, effectivement. Hein. Bon, venons-en aux émetteurs. Alors, on parlera sur l'ESG. Le point que je voulais faire, c'est quand même intéressant de voir que, alors qu'on a des flux qui baissent, en termes de lancement de nouveaux produits, il y a une insistance à lancer des produits ESG, alignés Paris, etc. Enfin, on verra ça. On en parlera tout à l'heure, mais tout à fait, oui, ça reste un thème. Et donc, les émetteurs d'ETF, l'industrie en général, continuent de penser que les flux reviendront sur l'ESG. C'est certainement un impact dû des performances de 2022, 2023 et même 2024 pour certaines stratégies qui sont restées quand même en retard, qui expliquent ça. Mais les émetteurs continuent de travailler sur le sujet, ça c'est sûr. Et ça tend globalement à effectivement avoir un que ça continue. Tout à fait. Sur le long terme, on se dit ça fait du sens et on ne va pas tout effacer juste c'est pas la sur fin une ou deux années de performance. Tout à fait. Bon, sur le classement des émetteurs, alors bon, BlackRock, premier émetteur en 2024, mais derrière cette répétition de l'histoire, qu'est-ce qui se passe effectivement sur ce marché de l'industrie ETF et des nouveaux entrants notamment, Olivier? Oui, alors il y a eu pas mal de nouveaux entrants. Alors BlackRock collecte environ 85 milliards d'euros, c'est impressionnant hein, sur l'année, mais en part de marché du coup ça fait environ 33% de collecte, donc ils sont en dessous de leur part de marché qui est environ au-dessus de 40%. C'est ça. Donc petit à petit, ils se font grignoter. On voit le même effet sur Amundi, qui en termes de collecte fait une bonne année aussi, se retrouve troisième à 30 milliards. DWS arrive à maintenir, en étant deuxième à 36 milliards de souscriptions, arrive à ne pas perdre de part de marché sur l'année. Mais globalement, la tendance qu'on voit, c'est que les gros acteurs ont tendance à perdre des parts de marché qui vont se disséminer sur une multitude de petits acteurs. On regarde ensemble, en général, plutôt les 10 plus gros émetteurs, ce sont les plus significatifs. Mais il faut avoir en tête quand même que l'industrie continue d'avoir des nouveaux entrants ou d'avoir des petits entrants qui continuent d'innover en termes de stratégie. Il y a des spécialisations comme ça qui se créent, effectivement. Exactement, oui. Et il y a des nouveaux, on en parlera aussi dans les nouveaux émetteurs, je trouve que c'est assez intéressant sur des nouveaux acteurs qui sont rentrés, des acteurs qu'on n'attendait pas forcément dans l'année. Et donc on voit... Alors c'est toujours les mêmes classements, c'est toujours des parts de marché relativement importantes, mais on voit qu'ils se font challenger globalement par d'autres acteurs, par d'autres petits acteurs. De la concurrence dans ce marché de la gestion passive. Quel bilan vous faites en termes de lancement de produits? Qu'est-ce qui a marqué les grandes catégories de produits ou de thèmes qui ont vu le jour là, au cours de l'année 2024? Moi, je retrouve 4 thèmes. Je résume vraiment l'année 2024 à 4 thèmes en termes d'émissions. Donc le premier, on en a parlé, c'est les émissions toujours ESG. Toujours importante, c'est-à-dire que même si les flux et les volumes baissent structurellement depuis longtemps, l'offre est très présente. Continue, voilà, et il y a eu beaucoup de travail de la part des émetteurs aussi pour arriver à prendre en compte les nouvelles normes et arriver à diversifier, que ce soit en thématique, travailler aussi sur la manière d'appréhender les ETF obligataires souverains, par exemple, sur l'ESG, ou des choses qui sont relativement compliquées. Et ils ont continué à émettre beaucoup de produits, mois après mois, vraiment sur cette composante extra-financière, indépendamment des volumes. Donc c'est plutôt positif sur une vision long terme, moyen terme et long terme des émetteurs sur cette thématique-là. Les ETF à échéance, on en a parlé, qui se connectent et qui ont été lancés en Europe par BlackRock et sur lesquels on a vu aussi d'autres acteurs, en fait, Amundi, BNP, Invesco et DWS par exemple, sont venus aussi rejoindre le mouvement. Donc ça collecte bien et on voit là que c'est certainement une classe d'actifs qui va rester dans le domaine ETF. En tout cas, tant que les taux seront relativement importants et qu'on se dira qu'ils pourront baisser. Il y aura du portage, quoi. Exactement. Et donc voilà, un nouveau thème pour les ETF par rapport à la gestion active. Le troisième, c'est les ETF actifs sur lequel on voit qu'il y a un renouveau. Alors le symbole peut-être, c'est le 29 février en France avec la modification de la loi qui a permis, alors c'est symbolique puisque de toute façon on trouvait quand même des ETF actifs, mais qui a permis qu'à la Bourse de Paris soient éligibles les ETF actifs, ce qui n'était pas le cas jusqu'à cette année. Mais on voit qu'il y a toujours cette recherche certainement aussi d'augmenter peut-être un peu les marges ou pour les gérants actifs d'arriver à trouver et à surfer sur vraiment cette grosse vague ETF, mais également sur le côté ESG, le fait d'avoir des ETF actifs sur ce côté, on va sélectionner nous-mêmes les titres, on va pouvoir les sortir. C'est une gestion de conviction, quoi. Une gestion plus de conviction. Et c'est vrai que pour la version 3 du label ISR, par exemple, c'est le seul moyen
de rester labellisé ISR à moyen terme. D'accord. Et donc là, c'est de la gestion active, pas forcément pour faire de la performance, mais pour prendre en compte l'extra-financier. Et le dernier, c'est une année qui a été difficile, évidemment, encore pour la gestion active. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus d'acteurs. On sent que ce thème ETF-là se retrouve de plus en plus partout, que ce soit au niveau des journalistes et ainsi de suite. Mais on voit que des CGP, de plus en plus, vont proposer aussi des ETF, alors qu'ils étaient plutôt éloignés de cette classe d'actifs-là. Les family office aussi s'y mettent de manière relativement importante. Ça se diffuse. Nous, on est contactés, on discute pour comment est-ce qu'on peut travailler. Donc, ça se diffuse vraiment. Et dans les acteurs, on parlait des nouveaux acteurs. On a eu récemment la banque privée Intesa, São Paulo, qui a émis ses premiers ETF en fin d'année. Et c'est vrai qu'on n'attend pas nécessairement une banque privée venir émettre des ETF. Et tout ça est quand même un signe de la diffusion globalement et de l'intérêt qui s'élargit sur les ETF. Un mot rapide pour décrire l'état d'esprit et le positionnement surtout dans lequel vous abordez cette année 2025 chez Yomoney pour le compte de vos clients, Olivier. On est resté constructif, donc on est vraiment équilibré sur actions, obligations, sur les portefeuilles diversifiés. On avait rajouté un petit peu de risque sur la partie vraiment actions en rentrant du small cap US. Et on a une surpondération toujours sur les actions américaines en équipondéré par contre pour alléger un peu le techno. Donc ça, on n'a pas changé en ce début d'année. On attend l'investiture de Donald Trump, les premières décisions. On va un petit peu comment ça arrive. Ça se rapproche, on n'a jamais été aussi près. Mais on est pour l'instant toujours constructif. On pense que le marché va plutôt bien appréhender ces mouvements-là et on devrait avoir un retour un petit peu plus haussier. On surveille évidemment les taux de 10 ans comme tout le monde. On va voir comment ça se passe et on va attendre pour voir et ajuster nos positions. Mais on est relativement serein globalement, même si là pour l'instant c'est un peu plus nerveux. On s'attend un peu plus de volatilité, mais c'est normal et on pense que les choses vont se poser et on aura plus de visibilité après les premières décisions prises. On verra ce qu'il en est l'avant et l'après 20 janvier. Merci beaucoup Olivier. Olivier Maltès, directeur des investissements d'Yomoney avec nous dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse.